Alors, Sarmada, c'est toi que je vois apparaître en premier. Alors moi, je ne peux pas vous entendre et tout ça, donc si vous voulez me dire coucou, que vous êtes là et tout, il faut mettre un petit commentaire. Et vous n'êtes pas du tout obligé de dire que vous êtes là, vous pouvez même être là incognito ce soir. J'ai quelques petits soucis de connexion, donc j'espère que ça va tenir. Et la lumière est un peu forte pour moi là. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Bonsoir, bonsoir. J'espère que la connexion va fonctionner. Est-ce que vous pouvez me dire, les personnes qui sont arrivées, si vous m'entendez et si vous ne m'entendez pas? Hey, coucou, déesse toi-même. Super, tant mieux. J'ai ma voix cette fois-ci. C'est pas mal quand même. Bon. Alors je crois que je vois dans les petits yeux là que pour l'instant il y a une seule personne connectée. Donc on va attendre un petit peu que les autres arrivent. On est en plus petit comité que pour ma conférence sur la sexualité. Ah, la peur, hein, ça fait pas vendre autant que le sexe, hein, il faut bien le dire. Même si c'est gratuit en l'occurrence. Ça fait moins envie peut-être pour un vendredi soir. Et pourtant, derrière nos peurs, il y a de sacrés trésors. Je suis en train, vous me voyez en train d'écrire, en fait j'ai imprimé un petit passage que je voudrais vous lire. Et allez savoir pourquoi ça s'est imprimé en jaune. Donc je ne vois pas assez bien pour le lire avec fluidité, donc je suis en train d'écrire par-dessus. Voilà. Hey, coucou Virginie! C'est chouette de me faire coucou, comme ça je sais que vous êtes là. En fait, vous êtes peut-être plus nombreux parce que je vois toujours un seul petit œil, alors que du coup vous êtes au moins deux à être arrivés. Et donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je vais attendre un peu. À un moment, je vais commencer et ça sera bien comme ça.
coucou Sarmada. Ah, toi tu vois 6 œils. Bon bah très bien, bah, moi j'en vois qu'un. Alors en même temps, j'espère que ça va tenir ma batterie de téléphone parce que je me suis mise en 3G. Coucou Nathalie, Justin. Ok, chouette. Merci de me dire que vous êtes là. C'est un peu bizarre de ne pas avoir ni son ni image et d'être un peu comme ça. Donc c'est chouette d'avoir vos petits mots. De temps en temps, je vérifierai, mais je pense que normalement la batterie, ça devrait aller. Parce que le Wi-Fi marche tellement mal chez moi que je me suis mise en 3G, voilà. Pour la vidéo. Ok. Bon. Quelle heure est-il? Alors, je propose qu'on laisse encore 5 petites minutes pour vraiment commencer. En tout cas, si vous avez envie déjà de me dire quelque chose que vous auriez envie qu'on aborde là ce soir pendant la conférence, alors sans forcément trop rentrer dans les détails perso si vous n'avez pas envie, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette conférence et quelles sont les choses dont vous voudriez absolument que je parle? Parce qu'à vrai dire, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je ne prépare pas vraiment, c'est-à-dire j'ai quelques mots-clés là sur un panneau pour m'aider, mais ça sera ni exhaustif, ni tout ça. Évidemment qu'on pourrait parler de traverser nos peurs pendant des jours et des jours et des jours, sans faire forcément le tour de la question. Donc du coup, voilà, là si vous avez, avant que je commence vraiment avec ma petite trame, si vous avez des choses que vous souhaitez absolument aborder, vous pouvez déjà me le mettre en commentaire. Et pour l'instant, je regarde les commentaires, donc je peux noter les questions. Parce qu'une fois que je serai lancée dans la conférence, je ne pourrai pas faire les deux à la fois. Donc pendant la conférence, je vous demanderai de noter dans votre tête ou de votre côté chez vous les questions éventuelles qui viendraient au fur et à mesure. Et puis à la fin, il y aura un espace d'échange et de questions où on pourra y répondre. Et puis évidemment, si vous avez des questions que vous souhaitez me poser à propos de ça, sans que ça se voie, sans que les autres aient accès, c'est possible évidemment après la conférence de m'envoyer un message en privé. Et je répondrai, alors peut-être pas à la minute, mais je répondrai dès que possible, au moins avec un audio. Voilà. Les peurs et les angoisses. Ouais. Ah, pourquoi j'ai proposé cette conférence? Oui, ça c'est prévu. C'est prévu que je vous explique pourquoi j'ai proposé cette conférence. Justin, quand tu dis les peurs et les angoisses, qu'est-ce que tu veux me demander? Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que c'est ta question? Si tu peux préciser un petit peu, je veux bien. Bon, allez, ben on va commencer du coup avec ta question, Céline. Pourquoi est-ce que j'ai proposé cette conférence? Eh bien parce que peut-être pour moi, si on devait, je sais pas, si je rencontrais quelqu'un qui n'a absolument jamais entendu parler de la psychothérapie, du travail sur soi ou quoi, et qui me demandait de dire mais ça consiste en quoi en fait ce que tu fais? Quand tu dis que tu accompagnes les gens, tu les aides à quoi? Eh bien ça serait une manière de définir mon accompagnement aujourd'hui. Ça serait de dire que j'accompagne les personnes à oser traverser leurs peurs, les reconnaître, les sentir et les traverser. Parce qu'en fait, nos peurs, il y a plusieurs types de peurs, on va en parler. Mais j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup, j'ai regardé un petit peu là ce qui se faisait, j'ai tapé traverser ses peurs, j'ai vu s'il y avait déjà des vidéos, des choses et tout ça. Et en fait, on parle beaucoup d'affronter ses peurs, on parle beaucoup de surmonter ses peurs, de vaincre ses peurs et tout ça et tout ça. Et c'est vraiment un vocabulaire assez guerrier. Très masculin finalement, pas au sens du masculin qu'on a tous en nous, mais au sens de presque de la virilité quoi, qui est transmise dans nos sociétés. Un peu quelque chose de l'ordre du même pas peur. Voilà. Oui, la conférence sera disponible sur ma page à l'infini. Donc vous pourrez la regarder plus tard comme vous voulez. Alors oui, Justin, comment les gérer, les identifier, les transformer?
Ok. Bon, on va en parler de tout ça. Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux pour répondre à cette question. Donc maintenant, si vous voulez bien garder vos questions et vos commentaires pour plus tard, en tout cas, je ne pourrai pas les regarder pendant que je parle. D'ailleurs, j'aimerais bien les enlever. Je ne sais pas trop comment faire. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Alors, donc, traverser ces peurs. Ben, quand même, s'il y a bien quelque chose d'universel, c'est la peur. Nous avons tous peur. Vraiment, nous avons tous peur. Quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe, quel que soit notre degré de confort dans notre vie, et même notre degré, je dirais, d'évolution personnelle, de bien-être personnel, de relation à nous-mêmes, nous avons tous peur. Et pourtant, c'est vraiment, vraiment quelque chose que nous dépensons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à cacher. Nous avons reçu un conditionnement monumental pour planquer nos peurs, pour faire comme si nous n'avions pas peur, pour différentes raisons. Alors quand on est une fille ou un garçon, une femme ou un homme, on n'a pas reçu tout à fait les mêmes conditionnements. Il était quand même, en tout cas, il me semble, autour de moi, alors c'est pas forcément que à la famille, c'est à l'école et tout ça, il est plus acceptable pour une fille ou pour une femme d'avoir peur que pour un homme. Mais même pour nous les femmes, il y a certaines peurs, on est censé dire même pas peur. Je pense à la peur d'accoucher, par exemple, la peur de mettre un enfant au monde, que beaucoup de femmes confient finalement, mais elles confient ça à mi-mot dans un cabinet de thérapeute ou vraiment à des personnes proches en disant j'ai peur, parce que souvent en face on va dire mais non, mais ça va aller, mais t'inquiète pas, etc. C'est-à-dire que souvent la réponse n'est pas adaptée, la réponse à nos peurs. C'est-à-dire qu'on va chercher à nous réconforter. Mais le réconfort, c'est pour répondre à la tristesse, pas à la peur. La peur, on a besoin de sécurité, on a besoin de protection. Donc, il y a déjà cette idée que si je montre mes peurs, alors je vais être jugée comme faible, comme quelqu'un qui n'a pas de courage, comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, etc. Donc, il y a beaucoup de peur du jugement, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, il me semble, qui fait qu'on cherche beaucoup à planquer nos peurs, c'est parce qu'on aurait cette idée, cette croyance que si je montre mes peurs, si je montre ma vulnérabilité, alors je vais devenir une proie. Alors l'autre va profiter de ma peur, il va connaître ma peur et il va pouvoir l'utiliser contre moi. Alors évidemment, ça fonctionne dans la nature. C'est-à-dire qu'on a un cerveau reptilien quand même, qui est le plus ancien de nos cerveaux, qui fonctionne encore comme ça. C'est le petit animal qui va faire le mort, qui va s'arrêter de respirer, qui va essayer de ralentir même son rythme cardiaque pour pas que les prédateurs puissent sentir sa présence. Et donc, voilà, ça va être vraiment quelque chose de l'ordre du réflexe. Mais dans une relation, je pars du principe que nous avons globalement le choix de nos relations. Alors, je ne parle pas de situation d'agression, etc. On pourra en parler si vous voulez. Là, vraiment, l'idée, c'est de traverser les peurs. Comment je peux traverser mes peurs pour être plus moi, pour être plus libre. Donc on est vraiment sur un travail d'évolution personnelle. Évidemment qu'il y a des circonstances particulières où la peur correspond à un danger immédiat et que du coup là on n'est plus sur la même chose. Traverser mes peurs dans une relation que j'ai choisie. Donc à l'intérieur de cette relation, en principe, il y a quand même un minimum de sécurité qui se passe dans la relation, qui est installée. Si je ne montre pas ma peur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la coder. Je vais la remplacer par autre chose. Tellement de fois, il nous arrive d'être en fait en colère, de montrer de la colère, alors qu'en réalité, nous avons peur. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un s'absente, quelqu'un ne répond pas à notre demande, à notre besoin. D'accord? Et puis on va se mettre en colère. On va dire mais c'est pas, ça fait plein de fois que je te le demande et pourtant, et on dirait que tu t'en fiches et je sais pas quoi, etc. Ok, ça c'est la colère, c'est ce qu'on montre. Derrière, il y a de la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne plus être aimé, etc., etc. Ce qui se passe avec ça, là où cette stratégie est inefficace, cette stratégie de coder nos peurs, c'est que lorsque j'exprime de la colère, et que la personne en face, elle est au départ dans la bienveillance vis-à-vis de moi, elle est de bonne volonté dans la relation. Lorsque je me mets en colère contre l'autre, ça va le mettre à distance, ça le repousse, ça lui dit « écarte-toi là, je suis en colère ». L'énergie de la colère, elle va créer de la distance.
entre moi et l'autre. Okay, et du coup, quand je mets l'autre à distance, alors qu'en fait j'ai peur qu'il me laisse, vous voyez bien à quel point la stratégie est inefficace. C'est-à-dire que l'autre n'a aucun moyen de répondre à mon besoin, puisqu'il capte le message que je lui envoie, c'est « j'ai besoin que tu t'écartes ». Alors qu'en réalité, si j'ai peur qu'il m'abandonne, au contraire, j'ai besoin qu'il se rapproche. Donc c'est une stratégie que nous avons appris à mettre en œuvre, mais qui est inefficace, en tout cas dans les relations. Imaginons que je code ma peur en tristesse. À la place de montrer que j'ai peur, je vais pleurer, je vais être triste, je vais dire mais j'en ai marre et c'est machin. Alors qu'en fait j'ai peur. Peut-être même j'ai peur de ma propre tristesse. J'ai peur de mes émotions. Alors, l'autre va nous donner du réconfort. Parce que quand quelqu'un est triste, on va plutôt avoir tendance à le réconforter. Mais le réconfort, une fois que l'autre s'en va, ça ne crée pas de la sécurité. Okay ? Même la joie, parfois, peut masquer des peurs. Ces joies un peu euphoriques qu'on exprime pour remplir la peur du vide, la peur d'être seul parfois. Okay ? C'est aussi notre stratégie pour planquer la peur. Alors, le souci, surtout avec ça, c'est que, bon, ça envoie un message codé à l'autre, mais surtout, ça nous envoie à nous-mêmes un message codé. C'est-à-dire que, comment est-ce que je pourrais prendre soin de mon besoin lorsque j'ai peur, si je ne suis pas en train de sentir que j'ai peur. Ce même pas peur, là, il nous empêche d'aller reconnaître les moments où nous avons peur. Les peurs peuvent aussi se coder en « j'ai pas envie ». J'ai pas envie. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « non, mais moi j'ai pas envie d'avoir une relation posée avec quelqu'un ». Ou bien « non, j'ai pas envie de faire des choses en groupe, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc ». Ok. Ou alors moi j'ai super envie de faire plein de choses en groupe tout le temps et je suis pas capable d'être seule. Ok. J'ai envie, j'ai pas envie. Tout ça, en fait, ça va s'explorer. On va apprendre à pister les peurs. On y reviendra peut-être plus tard. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui est bien gardé. Nos peurs, elles sont bien gardées. Elles sont gardées dans des coffres, elles sont gardées derrière des portes. Okay, et c'est pour ça que je parle de traverser. Parce qu'en réalité, les peurs, elles-mêmes, constituent des voiles entre nous-mêmes et notre liberté, notre désir. Parce qu'on nous a beaucoup fait croire que c'était dangereux d'être nous-mêmes, que c'était dangereux d'être libre, qu'il fallait se conformer, qu'il fallait être accepté. D'accord ? Donc une des plus grandes peurs que nous partageons tous, c'est la peur du jugement. La peur du jugement des autres ou la peur de notre propre jugement. Puisque notre juge intérieur, c'est un personnage qui s'est construit avec tous les jugements qu'on a reçus de la part de nos proches, de notre famille, de nos enseignants, que sais-je, de nos camarades, d'accord ? Et que du coup nous avons intériorisé, donc petit à petit ça s'est aggloméré, et ça a créé un personnage comme ça, que moi j'appelle le juge intérieur, et qui va être tout le temps en train de veiller à ce qu'on ne dépasse pas certaines limites, veiller à nos comportements, par peur d'être rejeté, d'être exclu, etc. Donc cette peur-là, parfois on la connaît, parfois on la sent, parfois même on peut la dire, mais à d'autres moments elle est là en dessous. Elle est là comme une espèce de terreau intérieur dans lequel prennent graine nos comportements, nos suradaptations aux autres, etc. Alors on pourrait parler de la peur pendant des heures et je vous invite à garder vos questions pour tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'on doit traverser nos peurs ? Pourquoi faire déjà ? Avant de parler de comment on fait, on va se demander, est-ce qu'il faut toujours traverser ses peurs ? Quelqu'un m'a demandé, il y a quelque temps, on était en voyage initiatique à Akshur, et une des participantes me disait, je leur avais proposé de passer un long temps en silence avec soi, sans rien faire du tout d'autre que d'être là. Et je savais que ça allait créer de l'inconfort, puisque c'est quelque chose que nous n'avons vraiment pas du tout l'habitude de faire dans nos sociétés très rythmées et où nous sommes très sollicités. Et ça a créé beaucoup d'inconfort, évidemment, et à un moment, vraiment, quelqu'un s'est retrouvé dans une peur très forte. Et elle est venue me trouver, et elle m'a dit, mais est-ce qu'il faut toujours aller chercher derrière ? Est-ce qu'il faut toujours tout traverser ?
Ben, à ce moment-là, je lui ai dit, je pense que si on traverse, c'est parce que ça vaut la peine. C'est parce qu'il y a un désir. C'est parce qu'il y a un élan de vie vers quelque chose. Okay, comme en ce moment, j'ai un petit couple de moineaux là qui est en train de vouloir absolument faire son nid dans mon cabinet de consultation. Donc la fenêtre est souvent ouverte en ce moment, mais bientôt il va faire très chaud, donc peut-être qu'il y aura la clim et ça sera fermé et tout ça. Bon, ils y tiennent, on verra bien comment on va cohabiter ensemble. Et en tout cas, ça leur demande, quand je suis là, du coup, de traverser leur peur pour oser traverser la pièce et aller là où ils ont décidé de faire leur nid. Pourquoi ils le font? Ils font pas, ils voient bien que c'est habité. Sûrement qu'il y a quelque chose qui vaut la peine. Peut-être qu'il y a une notion de sécurité d'être à l'intérieur de la maison, qui vaut la peine d'être traversée. C'est-à-dire traverser une peur pour être dans une plus grande sécurité. C'est ça la proposition. Il ne s'agit pas de traverser toutes les peurs pour se maltraiter. Attention. Et c'est là où c'est important pour moi de parler de traverser, et peut-être avant de traverser, d'apprivoiser, de rencontrer nos peurs, plutôt que de les affronter ou de les terrasser. On terrasse pas le dragon, on le chevauche. D'accord? Vraiment. C'est très important parce que je vois des personnes se maltraiter avec ça, et je vois aussi parfois des méthodes ou des manières de faire, et en particulier avec les enfants, on va dire « Mais non, ça fait pas peur, allez viens, on y va » et on va forcer ça, on va forcer la traversée. Mais là, on traverse rien du tout. D'accord? Là, on est en train de se maltraiter. On est en train de renforcer, en fait, l'insécurité intérieure. Alors peut-être on alimente la fierté, l'ego, mais tu vas voir, quand tu l'auras fait, tu seras content, tu seras fier. Ouais, la fierté, c'est pas de l'amour de soi. Okay, la fierté, c'est de l'ego. Et c'est bien d'être fier de soi, c'est important, mais c'est que de l'ego. Donc c'est à ne pas confondre avec l'amour de soi. La fierté, ça ne crée aucune sécurité intérieure. Ça peut donner des appuis pour créer, pour transmettre, pour tout ça. Si les gens n'avaient pas d'ego, on n'aurait pas de cinéma, on n'aurait pas de film, on n'aurait pas de bouquins, je ne ferais pas de conférences. Je serais tranquille avec moi et je ne ferais peut-être pas tout ça. D'accord? L'ego, ça nous permet de nous distinguer, d'exister avec notre personnalité, avec notre caractère. C'est chouette. Mais ça ne nous met pas en sécurité. Parce que je suis fière, par exemple, de pouvoir faire une conférence. Qu'est-ce qui se passe le jour où je ne peux pas? Alors comment je fais si je suis plus fière de moi? Je vais arrêter de m'aimer? Donc vraiment, c'est important de vérifier. Qui décide que je dois traverser une peur? Déjà, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui peut décider de traverser une peur. Je vous invite à prendre les injonctions des autres, à traverser nos peurs, comme des renseignements sur eux. Là, ça parle d'eux. Quelqu'un qui me voit dans une peur et qui me dit « Mais je vois que ça te fait peur là, mais il faut que tu y ailles, il faut que tu traverses ça, il faut que tu le transformes. » Mais si moi, c'est pas mon désir, alors, soit c'est parce que c'est pas juste pour moi de traverser cette peur, tout simplement, ça n'est pas mon chemin. Peut-être que je ne suis pas encore prête, mais que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. En tout cas, je suis souveraine, encore une fois. Nous sommes souverains. Et c'est en étant souverains que nous allons choisir les peurs que nous allons traverser. Il y a les phobies, par exemple, d'accord? Une phobie qui est liée à un danger complètement inexistant. D'accord? Je sais pas, moi, je prends par exemple mon cas. J'avais pendant très longtemps une phobie, mais vraiment une grave phobie des cafards, là, les gros cafards qui volent, là, qu'on a ici, et qu'il y a aussi au Maroc, ailleurs, dans les pays chauds en général. J'avais une telle phobie du cafard que je ne pouvais pas toucher le balai qui allait toucher le cafard pour sortir le cafard de la pièce. Ok? La seule chose que j'étais éventuellement capable de faire, vraiment, si j'étais toute seule et que je n'avais aucun moyen de quitter l'endroit ou de demander de l'aide, c'était de lancer sur le cafard un annuaire ou un truc comme ça, qui l'écrabouillerait, et puis ensuite il fallait que quelqu'un vienne pour enlever le cafard mort dessous le truc. Hein. Vous voyez le degré quand même de phobie. Et en fait, mais si quelqu'un m'avait dit, écoute, tu vas regarder des images de cafards, tu vas prendre un cafard dans ta main et au bout d'un moment tu verras, tu n'auras plus peur. Mais pour moi, c'était d'une violence inouïe en fait. Et on avait beau me dire, mais ça pique pas, c'est pas venimeux, ça peut rien te faire. Ouais, ok, je le sais. Et pourtant, il y a quelque chose de complètement incontrôlable qui est là. Donc la première chose à faire, vraiment, quelle que soit la peur, c'est de ne pas la juger. On revient toujours à ça. C'est de pouvoir offrir de l'amour à cette partie-là. De pouvoir dire, ok, mon mental sait bien que les cafards, ça n'est pas dangereux. Et pourtant, j'ai peur et j'ai le droit.
j'ai le droit. Et en même temps, j'ai envie que ça se transforme parce que, selon les endroits où je me trouve, ça peut être handicapant. Et cette peur, elle peut m'empêcher d'aller vers mon désir. Donc ça vaut la peine de s'en occuper. Mais c'est moi qui décide que ça vaut la peine de m'en occuper. C'est pas les autres qui me disent mais c'est ridicule, mais voyons, mais ça fait pas peur, mais pourquoi t'as peur? On a tellement entendu ça quand on était enfant. Tellement, tellement, tellement. Le besoin, derrière chaque émotion, il y a un besoin. Ça, on en a déjà parlé peut-être, je vous le redis. Donc, le besoin derrière la colère, c'est un besoin de changement. Il y a quelque chose qui n'est pas respecté. J'ai besoin d'un changement d'espace, de temps, j'ai besoin de changer quelque chose. La tristesse, c'est un besoin d'être réconforté, d'être accompagné, de pouvoir laisser partir quelque chose. La joie, c'est un besoin qui va de l'intérieur vers l'extérieur, c'est un besoin de partager. La peur, c'est un besoin de protection. Lorsque j'ai peur, j'ai besoin de protection. Donc quand j'ai peur d'un cafard, j'ai surtout pas besoin qu'on me dise « mais enfin, ça fait pas peur, regarde, pas de problème ». J'ai besoin qu'on me dise « ok, je m'en occupe, je vais m'occuper du cafard pour que tu puisses être protégé de ce que tu ne veux pas vivre ». Et plus il va y avoir de la protection, et plus je vais pouvoir peut-être apprivoiser ma peur. Et c'est ce qui s'est passé pour moi à un moment. C'est-à-dire que j'ai accepté que j'avais le droit d'avoir cette peur, et donc de demander de l'aide à quelqu'un qui était dans la maison, etc., etc. Je me suis donné le droit aussi de tuer les cafards avec du produit hyper chimique, parce que au moins je pouvais le faire un peu de loin, et voilà, ça m'embêtait tout au début, j'arrivais pas. Je me suis donné le droit d'accueillir la peur pour commencer. Et petit à petit, il y a un travail qui s'est fait à l'intérieur, et j'ai suivi une formation à un moment sur les mouvements alternatifs, EMDR, tout ça. Et c'était très intéressant parce que je n'osais absolument pas le prendre comme exercice pendant la formation. Ça me paraissait vraiment trop confrontant pour moi. On nous demandait de prendre des petites choses, alors j'ai pas amené ça. Mais une nuit, j'ai fait un rêve. Je pense que j'étais devenue en amour avec moi, d'avoir cette peur. Et j'ai fait un rêve incroyable où dans mon rêve, quelqu'un avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et beaucoup, beaucoup de douceur me montrait des cafards petit à petit. Et dans mon rêve, j'étais protégée. C'est-à-dire qu'à la fois, il s'approchait très près, mais il y avait une espèce de voile magique. Et du coup, j'ai pu apprivoiser cette peur. Et j'ai rêvé de ça pendant toute une nuit. Et le lendemain, j'ai su que ça s'était transformé. Après, ça a pris encore quelques mois. Mais aujourd'hui, alors bon, je ne leur fais pas gousi-gousi sur la main. Mais honnêtement, je peux prendre un tissu, hop, le mettre dedans, le mettre dehors. Enfin, c'est dingue le progrès. Et puis surtout, j'arrive à avoir même de l'empathie pour les cafards parce que les pauvres, ils ont l'air d'avoir vraiment très très peur quand on se met à les pourchasser. Donc c'est nous qui décidons de quelle peur on traverse. C'est pas moi qui vais vous dire quelle peur vous avez à traverser. Et la première étape, c'est toujours de l'accueillir. Ensuite, pourquoi on les traverse? C'est ce que je disais. Il y a besoin qu'il y ait un désir. C'est-à-dire derrière, il y a la vie. Derrière, il y a quelque chose. Oh là là, mais j'en ai marre d'avoir peur du jugement de mes frères et sœurs, par exemple. Parce que j'ai envie de me lancer dans quelque chose. Et en fait, je vois bien que c'est la peur du jugement qui m'empêche. Cette peur-là, j'ai envie de la traverser. Parce que ça vaut la peine, encore une fois. C'est de se dire, mais j'ai envie de traverser cette peur. Ok, pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va me permettre? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller rencontrer de l'autre côté de la rivière, là, que je vais traverser? Parce que ça demande de l'énergie, ça demande du courage de traverser une peur. Donc il faut que ça vaille la peine. On ne se fait pas prescrire nos traversées. Okay, j'ai encore trop de personnes qui viennent me trouver parfois en me disant « Je viens vous trouver parce que ma femme voudrait que je transforme ci ou ça. Ma femme pense que j'ai besoin d'aller voir un psy. Ou mon mari, ou ma mère, ou mon collègue, enfin que sais-je. Ma fille, mon fils. » Je dis « Mais et vous? Et toi? Qu'est-ce que tu penses ?» Il faut que ça vaille la peine. Nous sommes souverains. Il y a des peurs qui sont juste des peurs. Il n'y a pas le désir, il n'y a pas de désir associé. Ok, je prends un exemple. Qu'est-ce qui peut me faire peur, moi? Par exemple, ça me fait peur de conduire un deux roues. Même d'être derrière, j'aime pas. Mais conduire un deux roues, ça me fait peur. Parfois, quand je vais à Mayotte, je me dis, si j'étais en deux roues, je pourrais peut-être loger dans un endroit avec un peu plus de nature, parce que je ne serais pas obligée de faire les embouteillages et tout ça. Bon, dans ma balance, il y a trop de peur liée au danger de la route, au fait de me sentir en insécurité pour d'autres raisons, d'être en deux roues, etc. Et en fait, je fais ma balance personnelle. Est-ce que ça vaut la peine que je travaille ma peur d'être en deux roues pour obtenir ce qu'il y a derrière? Ça me fait pas kiffer d'être sur une moto.
Il y a des gens que c'est une envie vraiment de vitesse, de tout ça. Il y a plein d'avantages. Moi, je les ai pas trop, ceux-là. Bon, bah, ma balance, elle reste négative pour l'instant. C'est pas une peur que je décide de traverser. Peut-être qu'un jour je le ferai, qui sait. J'en sais rien. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Ok. Alors, dans les peurs, il y a aussi la notion de corps. Ou pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de fois où en fait on a des peurs qui sont uniquement des constructions de notre mental. En fait, la plupart du temps, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on évite tellement de sentir la peur, parce que c'est très désagréable de sentir la peur. Hein. C'est vraiment, c'est des palpitations, c'est des envies d'aller aux toilettes. La peur, quand on la sent, on n'y reste pas. C'est un état qui est insupportable. Okay, bien plus insupportable que la tristesse ou la colère ou évidemment la joie. Okay, la peur, ça crée une tension dans notre corps qui nous pousse à l'action. Il faut faire un truc, hein. Il faut fuir, il faut attaquer, ou sinon on est sidéré pour pas que ça fasse péter les circuits. Tellement l'intensité, enfin c'est quelque chose vraiment nous ne sommes pas faits pour rester dans la peur longtemps. C'est pour ça que quand on est anxieux en permanence, on va se créer des maux, des maladies, des douleurs, voilà vraiment, et que du coup on a tendance à mettre en place beaucoup de comportements d'évitement pour essayer d'éviter de sentir la peur. Donc une des choses à faire déjà, qu'on peut faire, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que cette peur, et puis d'observer notre mental. C'est-à-dire qu'est-ce que ça raconte dedans. Et je vous invite vraiment, et peut-être s'il y a une peur qui se pointe maintenant ou à laquelle vous pensez, vous pouvez le faire dès maintenant, je vous invite à écrire ça. C'est-à-dire, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que c'est la peur? Ok? C'est quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce qu'il y a un véritable danger? C'est quoi ce danger? Moi, ce que j'aime bien faire, pour essayer de libérer un peu, de démêler un petit peu les peurs qui sont des constructions du mental, des peurs qui sont liées à un danger, c'est de se demander, ok, au pire, c'est quoi qui se passe? C'est quoi le pire film? C'est quoi le pire scénario qui pourrait se produire? Ok? Par exemple, je pense peur de perdre son travail. D'accord? Quand j'accompagne les personnes en situation professionnelle, très souvent, dans la soumission à la hiérarchie, ou alors sinon dans les couples, hein, dans la soumission à l'autre, dans ses comportements, dans ses demandes et tout ça, ça va être la peur de perdre la relation. D'accord? Ok. Imaginons. Déjà, on va vérifier le vrai danger. Si je suis en contrat à durée indéterminée et que j'ose exprimer un mal-être ou quelque chose à mon supérieur, ça ne va pas me conduire à être renvoyée. D'accord? Le danger n'est pas forcément réel. Mais j'ai quand même peur. Bon, ok, je peux noter ça. Qu'est-ce qui se passe? Et même si je perdais mon travail, allez, imaginons que je suis en période d'essai, par exemple, et que donc, bah oui, il y a un vrai danger. Pourquoi pas? Est-ce que l'employeur trouve que, oh, finalement, je suis un peu trop exigeante, je suis un peu trop comme ci, comme ça. Bref, ça sera son propre jugement, mais en tout cas, ma période d'essai ne serait pas reconduite. Ok, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que véritablement, j'ai aucun revenu? Est-ce que j'en aurais, mais des moindres? Qu'est-ce qui se passe? Et de vraiment dérouler le scénario du pire, ok, pour pouvoir vérifier quels sont les vrais dangers ou non. Comme ça, après, on peut faire la balance. Hein, comme je disais, il y a des vrais dangers à être en moto quand même. Ok? Donc, comment je fais la balance? Et puis, quand je déroule comme ça, parfois, souvent, je vais m'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas de danger réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger pour mon existence, pour la continuité de mon être. Il n'y a pas de danger pour mon intégrité physique, psychologique, celle de mes proches, etc. Et pourtant, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est encore, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, le coup du gamin. C'est notre enfant intérieur qui est là et qui se pointe. Et que quand on était enfant, eh bien, c'était réel le danger de mourir. Si on était rejeté par nos parents, par exemple, quand on était un bébé et qu'on pleurait trop, ou quand on était un enfant et qu'on était... voilà, c'est un vrai danger parce qu'on avait une telle dépendance à notre environnement. Notre sécurité, elle n'était pas installée à l'intérieur. Et du coup, le danger, il était réel. Et à ce moment-là, dans ces moments-là, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que l'expérience du passé que j'ai vécu enfant va venir se coller à ma réalité d'aujourd'hui. Et dans mon corps, je vais me sentir comme si j'ai 2 ans et j'ai peur qu'on m'abandonne.
Okay, alors même qu'aujourd'hui j'ai 42 ans et que je sais bien que ma vie va continuer si telle personne, tel amoureux ne me répond pas à mes messages ou je ne sais quoi, d'accord? Bon, en fait, en vrai, je sais que je ne suis pas en danger. Et pourtant, l'émotion, elle est là et elle me prend. Elle envahit mon espace. Quand ça se passe, je peux mettre pause. Ok, quel âge? Quel âge elle a cette émotion à l'intérieur? Comment je peux l'accueillir? Ce petit enfant-là, qui a peut-être 1 an, 2 ans, 6 ans, je ne sais pas, l'adolescent aussi, comment je peux accueillir cette partie de moi comme on accueille vraiment un petit enfant qui a peur? Parfois, accueillir un petit enfant qui a peur, c'est trop difficile, parce qu'on n'a vraiment tellement pas reçu ça, qu'on ne sait pas comment le faire. Si c'est plus facile, on peut imaginer que cette part de nous, c'est un petit animal qui a peur, un petit chaton effrayé, un petit lapin. Parfois, c'est plus facile d'accueillir un petit animal que d'accueillir un petit humain, parce que on a des expériences ressources qui ont été meilleures à cet endroit-là. Ok. On peut même imaginer accueillir, si on a autour de nous un enfant qui nous est cher, imaginer que c'est cet enfant-là qui arrive avec sa peur. Okay. Donc on commence. Il y a Rose, mon assistante qui s'occupe des émotions, ma chienne, hein, qui est là, qui a poussé un soupir de l'autre monde. Et oui, et oui, et oui, Rose, elle accueille très très bien toutes nos émotions. Donc voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir oser aller sentir dans le corps qu'est-ce que ça fait. Parce qu'une fois que je peux sentir ma peur, alors je vais pouvoir la transformer. Le danger de ne pas sentir la peur, ou une fois qu'elle est là, de dire j'en veux pas, même pas peur, c'est bon, ça va aller, je vais changer les idées, je vais faire des méditations positives, etc., etc. C'est qu'en fait, les émotions qui sont des mouvements vont se transformer en sentiments, en humeur. Et là, on va se fabriquer un terreau d'anxiété et de peur qui est là tout le temps. Et qui va être comme une espèce de filtre entre soi et la réalité. Et du coup, tout va devenir teinté de ce filtre-là. Si la peur a une couleur bleue, eh bien tout va se teinter un peu de bleu. Pourvu que ma journée se passe bien. Pourvu que. Et dans le pourvu que, on entend que je suis complètement soumise à l'extérieur. C'est-à-dire, quand je me dis, pourvu que ça se passe bien, ma réunion avec un tel, pourvu que ça se passe bien cet entretien-là, pourvu que ça se passe bien. Mais c'est comme si je n'avais aucun pouvoir sur le fait que ça se passe bien. Or, si j'ai peur mais que je ne sais pas que j'ai peur, je vais être gouvernée par mes peurs, mais sans m'en apercevoir. C'est-à-dire que je vais avoir des stratégies d'évitement. Je vais éviter ce qui me fait peur. On a le droit, encore une fois, hein, on a le droit d'éviter nos peurs. Un mécanisme d'évitement, c'est un bon mécanisme de défense. C'est juste que si je suis confrontée tous les jours à quelque chose qui me fait peur, mais que je me dis même pas peur, ou même que je ne me le dis plus, mais que j'évite tous les jours cette chose, eh bien ça va créer quand même à l'intérieur une accumulation de pourvu que ça n'arrive pas. Et quelle énergie dépenser! Alors ça demande du courage et de l'énergie de traverser nos peurs, mais c'est un investissement qui vaut la peine. Et donc, ça passe par le corps. Vraiment, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. Nous avons 4 corps. Nous avons notre corps mental, donc celui qui nous raconte des histoires, hein, les pensées, oui mais la dernière fois ça s'est mal passé, donc cette fois-ci peut-être que, etc., etc. Okay. Ce corps mental qui peut extrapoler à partir d'une petite chose. Alors le meilleur moyen de se créer un fond anxieux quand même, c'est de se nourrir de la peur des autres. Okay. La peur c'est contagieux. Donc vraiment, je vous invite, moi ça fait des années que je ne regarde absolument plus les infos. Et j'avais cette discussion il y a quelque temps avec des personnes à Mayotte. Pour ceux qui ne savent pas, Mayotte, c'est un environnement quand même qui vraiment nous met au défi hein, avec cette question de la peur, parce qu'il y a des dangers réels, il y a des agressions réelles qui existent, bien plus qu'ailleurs. Il y a de la violence qui est palpable. Elle est palpable parce que c'est petit, parce que ça se passe juste là, juste à côté. Parfois, on est témoin directement de cette violence. Mais même quand on n'en est pas témoin, on en entend beaucoup parler. Et on la voit beaucoup, évidemment, sur des pages Facebook, etc. Voilà, et c'est permanent. C'est-à-dire qu'il y a, si on veut se nourrir, si on veut aller chercher de la violence, ben on peut se connecter sur certaines pages et on va avoir que ça.
Et alors, je parle de la violence de ce qui se passe, et puis de la violence des commentaires, de la haine que ça déclenche, des invitations à la vengeance, à tout ça. Enfin, c'est vraiment très, 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 très présent. En tout cas, quand on se connecte à ça. Et une personne, il y a quelque temps, était vraiment dans une détresse immense à me dire qu'elle avait peur à chaque seconde, en fait. Que chaque seconde qu'elle vivait, depuis quelques mois, c'était dans la peur tout le temps, y compris chez elle, y compris sur les trajets, y compris au travail, en permanence. Oh, quelle souffrance, mon Dieu, et quelle tristesse ça m'a donné. Et en fait, on a fait un tour, on a partagé nos peurs. Et le fait de partager ces peurs et de les accueillir, eh bien, ça a permis à tous d'avoir moins peur. Mais parce que nous étions dans un espace de partage et d'accueil, et pas dans un espace où on va balancer des injonctions à avoir peur. On va balancer des choses qui font peur et puis on se débrouille avec. On a vraiment partagé nos peurs. Et je leur ai expliqué aussi comment est-ce qu'on peut parfois vraiment se créer de la peur simplement parce qu'on va se nourrir de ça. C'est-à-dire qu'on a une grande, grande capacité à anticiper les choses. Et il y a quelque chose, il y a une stratégie qu'on a tendance à avoir, c'est celle d'anticiper les peurs pour nous mettre en sécurité. Comme si le fait d'anticiper sur la peur, ça va me permettre d'être en sécurité. Ça ne fonctionne pas. Ça vient d'un vieux cerveau, encore une fois. J'anticipe le danger, je guette les prédateurs et je me mets en vigilance. C'est vrai, la peur, ça permet la vigilance pour se maintenir en sécurité. Et c'est une très bonne stratégie à court terme. C'est-à-dire, par exemple, je prends ma voiture, je sais que là, la route, elle est un petit peu dangereuse, il fait nuit, voilà, j'ai besoin de tous mes réflexes. Je vais, mes pupilles vont s'ouvrir, mes sens vont s'ouvrir, je me mets en vigilance pour être en sécurité. Mais je peux le faire dans la joie. Je peux le faire avec de la musique. Je peux le faire avec des prières plutôt qu'avec des pourvu que. Ok ? Déjà, ça c'est une chose. Mais si la vigilance, elle est là tout le temps, ça crée une tension corporelle qui devient à un moment insupportable. C'est possible de dire ok, je me mets en vigilance à ce moment-là et ensuite je lâche la vigilance. C'est-à-dire que quand je suis encore chez moi, en sécurité, avec moi, tout va bien, et que je suis déjà en train d'écouter les infos, la radio, les nouvelles qui sont en train de m'expliquer à quel point je devrais avoir peur de ce qui va se passer quand je vais sortir, mais je suis en train de me donner ce poison-là dans la chimie de mon corps avant même d'y être confrontée. Et au lieu de me ressourcer pour prendre des forces, prendre ma souveraineté, alimenter mon sentiment de sécurité qui va me permettre d'aller être vigilante sans que ça me bouffe, je suis déjà en train de me mettre dans la vigilance. Donc les peurs anticipées, la peur d'avoir peur, ça c'est vraiment quelque chose sur laquelle on peut travailler en vérifiant qu'est-ce que je mange. On fait un peu quand même attention à ce qu'on mange, de quoi je me nourris. Je ne vais pas me nourrir de poison, je vais me nourrir de choses qui sont au moins nourrissantes pour mon corps, ou qui me font plaisir, ou les deux, ou qui sont bonnes à manger, etc. D'accord ? Voilà, on peut être plus ou moins regardant sur la qualité nutritionnelle des choses, c'est pas ça dont je parle. Mais là, qu'est-ce que ça m'apporte de regarder des choses qui me font peur ? Vraiment, c'est quelque chose que je remarque, c'est aussi que en fait, c'est difficile de trouver des programmes où il n'y a pas, où on ne cherche pas à susciter notre peur, hein, que ce soit les programmes télé, que ce soit même les films, les séries, etc. Voilà. Donc, on peut déjà, pour les personnes qui ont en plus un terrain comme ça anxieux, vraiment, il y a des curseurs. Si vous avez des peurs comme ça, bah, vous arrêtez de regarder les infos déjà pour commencer. Et puis, ça n'empêche pas de chercher les bonnes informations avant de prendre la route au cas où, ou des choses comme ça. Pour sentir ses peurs, je vais revenir au codage émotionnel. Apprendre à sentir ses peurs, c'est apprendre à dérouler. Souvent, les peurs, on va les pister. Pourquoi ? Parce qu'on a un empêchement. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire de quoi tu as peur comme ça d'emblée. Ça va être de dire de quoi j'ai envie. Ok. J'ai envie d'aller vers tel métier. J'ai envie de plonger dans telle relation. J'ai envie de développer telle qualité chez moi. J'ai envie. J'ai un désir et j'arrive pas.
Et c'est là que ça vaut le coup de se demander, de quoi j'ai peur? Quelle est la peur qui m'empêche? Est-ce qu'il y a une rivière? Est-ce qu'il y a un pont? Est-ce qu'il y a un mur entre moi et mon désir? Et à ce moment-là, comment je vais faire pour traverser ça? C'est là l'idée de traverser la peur. Donc ça demande déjà de la sentir. Et parfois, encore une fois, je vais être en colère, et en fait, j'ai peur. Et une fois que je sais que j'ai peur, waouh, mais génial, je vais pouvoir la traverser. Alors, comment on fait pour traverser ces peurs? Pour ma part, il y a eu vraiment un avant et un après la danse. Un avant et un après la danse initiatique. J'ai vraiment compris, senti dans tous mes corps ce que c'était que traverser sa peur grâce à la danse. Grâce à Annick Fier qui m'a transmis cette pratique à laquelle je me suis formée. Aujourd'hui, j'invite beaucoup à la danse dans des ateliers en groupe ou même en individuel parfois pour vraiment aller transformer quelque chose par le corps. En fait, dans la danse, il y a quelque chose qui peut se produire, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les canaux énergétiques et puis la peur va se pointer, mais sous une forme très brute, c'est-à-dire qu'il y a peu de mental. Je suis pas en train de me dire j'ai peur de ça, mais il y a quelque chose qui me prend. Et du coup, ce que ça m'a permis vraiment d'oser sentir la peur dans le corps et de voir comment un mouvement, ça pouvait la transformer. Donc, une fois que je sens ma peur, je vais vraiment être capable de faire quelque chose. C'est-à-dire, je vais reconnecter avec cette capacité naturelle que nous avons à vivre quelque chose face au danger. Donc quand je vais sentir ma peur, je vais pouvoir me dire, ok, de quoi j'ai besoin pour passer à l'action, pour traverser la peur. Je peux avoir besoin de choses extérieures. Je peux avoir besoin d'un soutien. Je peux avoir besoin de tenir la main de quelqu'un. Je peux avoir besoin d'un témoin. Je peux avoir besoin de savoir où je vais atterrir derrière. Ok. Quand je parlais tout à l'heure de changer de métier ou peut-être de quitter une relation de couple ou des choses comme ça, ça fait partie des plus grandes peurs en fait qu'on peut avoir et ce qui est important c'est de savoir mais où est-ce que je vais? Parce que je vais aller dans ma peur, mais en fait la peur c'est pas une porte qui est censée être opaque. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi j'aime bien voir l'image d'une rivière, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait je vois l'autre rive et l'autre rive elle me fait envie. J'ai envie d'y aller de l'autre côté, dans l'autre rive. Donc je vois pourquoi je veux y aller. Je vois que là-bas il y a des fleurs qui me plaisent. Là-bas il y a une maison qui a l'air beaucoup plus sécure que là où je suis. Chez moi c'est la guerre, là-bas il y a la paix. Que sais-je? Donc, qu'est-ce qui pousse les gens à l'exil en fait, à oser traverser les peurs? Je rencontre des personnes qui sont en exil, qui ont quitté leur pays, qui ont quitté parfois leur famille, etc. pour aller pour fuir un vrai danger, ok? Mais c'est pas sans peur que ça se fait, ça. Il y a tellement de peur sur la route. Mais elles y vont parce qu'il y a quelque chose vraiment qui a besoin d'être changé. Et je vais chercher quelque chose qui va être meilleur pour moi. Le paradoxe, c'est que je vais traverser ma peur pour être plus en sécurité de l'autre côté. En fait, c'est ça l'idée de traverser sa peur. Et ça demande du courage. Alors, qu'est-ce que c'est le courage? J'ai regardé une vidéo, alors c'était une mini-vidéo sur Brut, donc je pense que peut-être c'est le montage qui a un peu simplifié la pensée. Mais j'ai regardé une vidéo d'une sociologue qui a fait un travail de recherche, que j'aimerais du coup voir en entier, peut-être plus qu'une vidéo de 5 minutes, mais qui a fait un travail de recherche sur combien ça coûte à notre société, le mythe, l'injonction de la virilité. De valoriser autant la notion de virilité, d'agressivité, etc. Et elle expliquait que, en fait, les premières victimes de la virilité, ce sont en fait les hommes eux-mêmes. Parce qu'il y a évidemment des victimes de violences faites par des hommes qui sont dans ce truc de la virilité dont ils n'arrivent pas à sortir. Okay, mais il y a aussi que les hommes, par exemple, se mettent beaucoup plus en danger que les femmes dans des comportements à risque, que ce soit au volant, avec des drogues, etc. Voilà, parce qu'il y a cette idée de toujours plus être plus fort, plus viril, etc. Et qu'au final, le coût pour la société, il est monumental. Bon, ça commence par faire des guerres, d'accord? C'est-à-dire que le courage, c'est souvent teinté de cette notion guerrière, en principe. Mais c'est pas cette définition-là que j'ai envie de vous donner.
pour moi, le courage, et c'est l'étymologie du mot, hein, le courage, ça vient du cœur et des actions. Courage, agir, courage, hein, d'accord? Ce sont les actions du cœur. Traverser ses peurs, ça demande d'avoir le courage du cœur. Ça demande d'avoir le courage de croire en l'amour. Ça demande d'avoir le courage de s'aimer, même quand on a peur. Avec nos peurs, de tout inclure. D'avoir le courage de tout inclure. Ça demande d'avoir le courage de sentir ses peurs. Ok ? Ça demande d'avoir le courage de prendre le risque de quelque chose. C'est ça, le courage. Et le courage, ça prend de l'énergie sur le moment, mais ça rapporte tellement. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Même pas peur. Même pas peur, c'est pas du courage, ça demande pas de courage. Les gens qui n'ont pas peur des cafards, ça leur demande pas de courage de venir les enlever pour moi. On est d'accord ? Si j'ai pas peur, j'ai pas besoin d'avoir du courage. Je peux avoir de la force, etc. Mais j'ai pas besoin d'avoir du courage. Le courage, c'est, ok, j'ai peur. J'embrasse ma peur, je l'apprivoise et je vais traverser la rivière. Je vais y aller quand même, avec la peur. Je vais traverser avec ma vulnérabilité. Je prends le risque parce que il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus important derrière. Je vais vous lire un petit passage d'un de mes livres de chevet, depuis que je suis enfant, qui est le Prophète de Khalil Gibran. Je ne sais pas si certains connaissent, sûrement que oui. Il y a un petit passage à propos de la peur que j'aime beaucoup. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis les sommets, les montagnes, la longue route immense, sinueuse, qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de voir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra, parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir l'océan. À chaque fois que je traverse une peur, je grandis. Je grandis avec ma peur. Évoluer, c'est ça. C'est pas ne plus avoir peur. C'est vraiment important. C'est pas de ne plus avoir peur, c'est d'accepter. La peur fait partie de notre nature humaine. Toutes les émotions font partie de nous. Comment je peux oser plonger là, plonger à l'intérieur, plonger dans la peur. Alors évidemment que ça demande un peu de pratique et ça demande surtout tellement d'amour pour soi. Et donc ça demande aussi l'appui, ça demande l'appui des autres. Moi, les 2 ingrédients indispensables pour pouvoir traverser nos peurs, c'est l'amour et la sécurité. Mais alors, vous me direz, mais c'est paradoxal, si j'ai peur, comment je pourrais me sentir en sécurité ? Eh bien oui, comment je me mets en sécurité pour traverser la rivière ? Bah déjà, est-ce que je sais nager ? Ok, bon bah si je sais pas nager, peut-être c'est bien de pas y aller toute seule. Peut-être c'est bien d'avoir un bateau, une embarcation. Puis si je sais pas nager, quand je monte sur un bateau, je vais mettre un gilet de sauvetage. Ok, donc j'ai besoin d'éléments extérieurs pour traverser mes peurs. J'ai besoin des autres, j'ai besoin d'un thérapeute peut-être pour des peurs qui sont vraiment tellement installées. J'ai besoin des autres qui sont là et c'est ce qu'on fait dans la danse. Dans la danse initiatique, les autres sont là autour avec leur énergie, avec leur soutien. Ok, j'ai besoin de témoins, quelqu'un qui me tient la main, quelqu'un qui me dit avant mon entretien « Vas-y, j'ai confiance en toi, je suis avec toi, imagine que je suis à côté de toi » et qui va prendre des nouvelles après.
Voilà, ok, j'ai besoin peut-être de mettre des chants de prière dans ma voiture pour me sentir en sécurité quand je prends la route la nuit et que c'est dangereux. Ok, waouh, j'ai le droit d'avoir des appuis à l'extérieur. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les peurs qui arrivent là aujourd'hui, ça vient de notre enfant intérieur, qui n'a pas été accompagné en sécurité. Ok? Si j'ai pas peur, il y a des choses qui me font pas peur, c'est parce que j'ai été reçue enfant. J'ai été accueillie dans mes peurs. J'ai été encouragée. Donc à ces endroits-là, je n'ai pas peur. Ok? J'ai pas les mêmes peurs que tout le monde. On n'a pas tous les mêmes peurs. Ok? Ça ne me fait pas du tout peur, par exemple, d'improviser ce soir et de parler devant vous. Et ça m'a jamais vraiment fait peur. Je pense d'une part parce que j'ai pu m'identifier à mon papa, que j'ai pu entendre, voir, prendre la parole, étant très à l'aise comme ça avec des dirigeants. Donc il y a quelque chose qui m'a été transmis, il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage, je pense. Et puis aussi parce qu'en fait, j'ai eu vraiment des appuis là pour le coup familiaux, autant de mes grands frères et sœurs, on faisait des jeux d'école à la maison, qui m'encourageaient et tout ça. Et puis voilà, de me dire mais ça va être super, tu vas y arriver, tu verras, mais c'est pas grave si tu te trompes, mais on s'en fiche, mais vas-y recommence, etc. Enfin vraiment là j'ai eu des appuis. Donc cette peur-là je l'ai pas. Par contre j'en ai d'autres. La peur d'être la méchante, la peur de blesser par exemple, c'est une peur que je continue à avoir tellement fort. Tellement fort aujourd'hui parfois, alors que je sais bien que je n'ai pas ce pouvoir-là sur les autres. En tout cas sur les autres qui sont adultes et tout ça, j'ai pas ce pouvoir. Mais je continue à avoir cette peur. Parce que pour le coup, là, il y a quelque chose où j'ai pas reçu d'appui. Il y avait un endroit où je voyais bien comment, notamment ma maman, pouvait être tellement affectée par ce que je pouvais lui dire ou ne pas lui dire, ou faire ou ne pas faire, et affectée vraiment beaucoup. Et comment du coup ça me mettait dans une grande insécurité puisque je n'avais pas la garantie de sa présence auprès de moi. Et donc je dépensais beaucoup d'énergie à prendre soin de comment elle allait ressentir les choses, etc. Donc la peur de faire quelque chose qui pouvait déclencher une émotion tellement forte que moi j'allais me retrouver en insécurité puisque quand j'étais petite j'avais besoin qu'elle soit là et qu'elle soit solide à côté de moi. Vous voyez? Donc c'est pour ça, quand on a des mémoires de petits enfants là qui n'ont pas eu cet appui, qui n'ont pas eu cette sécurité extérieure qui nous permet de construire notre sécurité intérieure, je vous rappelle le processus, c'est qu'en fait, le petit bébé, quand il arrive au monde, il ne peut pas se sentir en sécurité par lui-même. Ça n'est pas possible, parce qu'il ne peut pas survivre seul. On arrive, nous les humains, on est dans une ultra-dépendance, dans une ultra-vulnérabilité. C'est grâce aux réponses adaptées de notre environnement, de nous nourrir, de nous aimer, de nous regarder, de nous porter, et ensuite de nous accompagner, de nous donner la main, de nous aider, bref, tout ça, ça va petit à petit permettre qu'on capitalise à l'intérieur notre sécurité intérieure. C'est-à-dire que, oh là là, j'ai faim, ouf, il y a un sein, un biberon, quelqu'un qui vient me nourrir. Ok. Et si ça se fait suffisamment bien, eh bien, je me sens en sécurité avec ça, et je vais pouvoir avoir faim, manquer un peu de quelque chose dans ma vie, et puis ça va pas me mettre dans des états émotionnels incroyables, parce que petit à petit, je sais que je suis en sécurité, je sais que ça va venir à un moment. Donc j'ai pu petit à petit relativiser comme ça. Mais si j'ai manqué de ça, si quand j'avais faim, ça ne venait pas assez vite, ou bien qu'on me donnait autre chose que ça, d'accord, que la réponse était trop inadaptée, trop longue à arriver, ok, et que du coup, j'ai pas pu capitaliser sur la sécurité, alors les expériences qui vont venir me rappeler ce manque-là, ça va convoquer de nouveau les mémoires. Mais on se disait tout à l'heure, attends, j'ai mon vécu d'enfant et puis j'ai ma situation du présent et bam, ça vient se télescoper. Mais attends, si dans la relation, là, d'un coup, j'ai 3 mois d'âge émotionnel et que je suis comme un petit bébé, ben c'est normal que j'ai besoin d'un autre. Pas forcément l'autre unique. Il n'y a pas que la mère qui peut venir combler les besoins d'un petit nourrisson. Un nourrisson, il a besoin que quelqu'un vienne combler son besoin. Si c'est la mère, c'est très bien, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Donc en tout cas, si mon âge émotionnel il est de 3 mois, ben là j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras, j'ai besoin de quelqu'un là qui va être là. Ok? Et donc j'ai le droit d'aller le trouver, d'aller le demander pour pouvoir traverser ma peur. Ok? L'autre va pas être là pour forcément, me guérir, mais il peut être un appui, c'est-à-dire c'est parce que je suis dans les bras
de quelqu'un que je vais pouvoir aller sentir à quel point ça me fait peur et mettre des mots et traverser ce truc-là. Ok, donc pitié, s'il vous plaît, ne vous maltraitez pas à imaginer, comme j'entends aussi dans beaucoup parfois de confusion sur ces enseignements spirituels qui sont très répandus et je trouve ça super qu'il y ait autant de choses aujourd'hui accessibles, mais parfois il y a quand même des raccourcis. C'est-à-dire que bien sûr que nous sommes censés être notre propre sécurité. De dire j'ai ma maman qui m'envoie une photo pile maintenant. Je sais plus ce que je disais, du coup j'ai vu le petit truc s'afficher et ça me met dans de la tendresse, du coup je viens de parler d'elle. Je sais plus où j'en étais. Oui, j'entends beaucoup de discours et un peu à l'emporte-pièce comme ça, qui sont en train de nous faire croire qu'on devrait, alors voilà, il faut s'aimer soi-même et quand tu t'aimeras, tu pourras trouver quelqu'un qui t'aime. Et quand tu seras déjà en sécurité, bah, du coup, tu vivras plus des choses qui te mettent en insécurité, etc. Mais ok, d'accord, merci. Et on fait comment pour en arriver là? Comment est-ce qu'on fait? Mais nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres sociaux. D'accord? Donc évidemment, il ne s'agit pas d'attendre des autres qu'ils comblent les manques pour nous éviter de traverser nos peurs. Genre, venez de mon côté de la rivière, comme ça sera plus joli. Ça marche pas, les autres, ils ont chacun leur territoire. Par contre, de dire là, j'aimerais bien, qui c'est qui veut bien être ma bouée parce que je sais pas nager, juste le temps de traverser. Et ensuite, je vais pouvoir continuer par moi-même. Ok? C'est tellement important d'être ensemble. Et c'est pour ça que j'aime le groupe. C'est parce qu'en groupe, quand on partage, on a des appuis, on a des témoins de nos traversées. Et traverser une peur tout seul chez soi, déjà, ça peut être vraiment douloureux. Ça peut reconvoquer des vécus d'injustice, de solitude et tout ça. Et puis parfois, ça se maintient pas dans le temps parce qu'il n'y a personne pour le voir. Et donc derrière le mental, il va être doué pour défaire, de dire mais peut-être qu'en fait j'ai pas vraiment traversé, peut-être qu'en fait c'est pas vraiment transformé. Ce qui est vraiment le plus puissant, je trouve, c'est quand on est en groupe et que quelqu'un ose traverser une peur et qu'elle y va et qu'on est là et que ça vibre et qu'on est témoin de ce moment sacré où la personne a le courage, c'est-à-dire l'amour, et elle se sent tellement en sécurité qu'elle a le courage d'aller traverser. Waouh, et là c'est transformé une bonne fois pour toutes. C'est ça la proposition. Donc trouvez-vous des appuis, choisissez vos relations. C'est vraiment tellement important d'avoir des relations à l'intérieur desquelles on a le droit d'avoir peur et on a le droit de traverser nos peurs. Donc ça demande de l'amour inconditionnel et de la sécurité. C'est ça. Et quand on arrive à accueillir la peur, alors on va pouvoir aller la traverser. Moi, là j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Juste ce que je rencontre souvent, ce qui est le plus inconfortable. Quand c'est insupportable et qu'on n'arrive plus, souvent, demandez-vous, est-ce que je ne serais pas par hasard coincée au milieu du gué? C'est-à-dire, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai décidé que j'allais traverser la peur, et puis il y a eu un truc tellement compliqué, une deuxième peur qui est arrivée, quelqu'un qui m'a lâché, je ne sais pas quoi, et que du coup, je suis coincée au milieu du gué. Et j'ose pas aller complètement de l'autre côté. Là, je suis un peu comme le petit lapin dans les phares de la voiture et je me dis, oh putain, merde, j'ai quitté l'ancien moi et puis j'ai pas encore été vraiment vers le nouveau et je suis là au milieu. C'est le pire de rester au milieu du gué. Ok? Je sais plus qui a dit ça, mais si tu vis l'enfer, c'est le pire endroit pour t'arrêter. Continue à avancer. Ok? Et donc, comme on peut pas reculer, vous avez vu la rivière, bon bah voilà, on est dans le flot de la vie, on peut pas reculer en fait, vraiment. On peut se trouver un petit rocher, faire une pause, tout ça, se laisser tranquille un moment avec la peur, trouver une petite île sympa pour rester un peu. Mais on peut pas reculer. Et donc, à un moment, c'est d'aller encore plus, oser plonger dans la peur. Mais si pour ça, on a besoin d'appeler 1, 2, 3, 10 personnes de plus, eh ben on le fait. Il y a plein d'espaces aujourd'hui qui permettent de traverser les peurs. J'en propose, mais je suis pas la seule. Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous. Et puis, moi j'ai envie juste de vous partager, et puis peut-être on va pouvoir passer après aux échanges. Mes deux plus grandes peurs aujourd'hui, vraiment, c'est encore celles-ci qui viennent me chercher. C'est la peur de blesser l'autre. Vraiment, la peur que l'autre soit blessé par mes
comportement, par mes absences, parfois même juste par mon rayonnement. Ça peut blesser par comparaison, par exemple, des choses comme ça. Voilà, donc comment je fais pour traverser ces peurs-là? Parfois, la peur de blesser, ça fait qu'il y a encore des moments où j'ose pas, ou voilà, mais j'ai fait un pacte avec mon cœur. J'ai promis à mon cœur, il y a quelques mois, il y a quelques années, que je suivrais ses élans et que j'oserais traverser la peur de blesser l'autre ou d'être blessée dans ses élans. Et le fait d'avoir fait ce pacte, ça m'aide aujourd'hui. Non pas à me maltraiter, mais ça m'aide à avoir le courage de dire « Ok, je sais pas ce qui va se passer pour l'autre quand je vais lui dire ce que j'ai à lui dire, mais je vais quand même être dans ma vérité. Et par contre, je vais mettre de la sécurité, je vais mettre de l'amour pour moi, pour ma vérité, de l'amour pour l'autre. Et puis, on peut aussi apprendre à dire de manière efficace et de manière bienveillante les choses. Et l'autre peur, c'est la peur d'être abandonné d'un coup comme ça, pouf, que l'autre disparaisse du jour au lendemain. Elle est encore assez présente, je suis pas sûre d'avoir identifié toutes les mémoires qui sont liées à ça. Et du coup, voilà, ça m'arrive encore de traverser ça, notamment avec les messages, les trucs, on est hyper connectés, et quand d'un coup on n'est plus connecté, alors ça vient convoquer des mémoires. Et vraiment le gros job, c'est de pas se juger de ça, Peut-être je l'ai déjà partagé à certains d'entre vous, mais j'ai envie de vous partager une expérience que j'ai vécue lors d'un séjour initiatique que j'ai proposé en Inde il y a 3 ans. Et avant le séjour, j'avais rencontré un amant, un amoureux, voilà, quelques semaines avant. Et alors même que je ne souhaitais pas avoir une relation engagée avec cette personne et tout ça, parce que je voulais pas rencontrer quelqu'un pour être en couple à ce moment-là du tout. Et puis parce que en plus, il semblait pas qu'on ait de toute façon suffisamment de choses en commun et tout, mais il y avait quelque chose de vraiment très beau qui se passait et qui m'a ouvert le cœur. Et puis on avait des échanges assez réguliers, et puis à un moment, voilà, je pars en voyage et je lui envoie le message, ça y est, je pars en voyage et tout ça, et plus aucune nouvelle pendant plusieurs jours, pendant 3 jours, mais vraiment aucune nouvelle. Et j'étais sur Messenger et je vois que la personne, elle a vu mes messages et qu'elle répond pas. Et là, je commence à dégringoler dans les mémoires. Et puis, et je me transforme en petit bébé, de plus en plus petit, et je finis par laisser des messages à ce gars que je connaissais à peine, en pleurs, en disant « Mais il faut quand même que tu me répondes, parce que là, je suis trop mal, et j'accueille un groupe demain, et je sais pas comment je vais faire. » Mais je vous assure, je caricature pas, et Sabrina, qui m'a assistée pour ce voyage, a été mon témoin. La pauvre, elle savait pas trop bien quoi faire au début, et puis ensuite, elle m'a accompagnée exactement comme j'avais besoin. Et en fait, le premier truc, ça a été de me laisser tranquille avec le jugement, parce que bien évidemment, ce qui me faisait dégringoler encore plus petite, c'est que au début, j'étais une adolescente, un petit peu, oh là là, il me répond plus, qu'est-ce qui se passe? Et là, le juge intérieur est arrivé en mode, non mais attends, n'importe quoi, et là tu vas guider des gens spirituellement, vraiment, pendant une semaine, et t'es pas capable de te détacher, de lui mettre un message d'un mec que tu connais à peine, là, et plus je me jugeais. Moi, je vois les choses comme ça, je vois la scène, d'accord? Il y a l'adolescente qui se pointe, mémoire d'adolescente, ok? Les premières ruptures amoureuses, tout ça qui ont été tellement compliquées à vivre avec mon hypersensibilité. Ok, l'adolescente arrive, le juge intérieur, là, mais t'es nul, mais ça va pas, mais pourquoi ça te fait tout ça? Bah vraiment n'importe quoi. Ok, bah ça va convoquer les mémoires encore plus petites, encore plus anciennes, et petit à petit, je me suis retrouvée comme un petit nourrisson hurlant, et vraiment, j'étais dans un endroit où la petite bulle bleue de ce gars-là que j'attendais, c'était mon doudou, c'était le sein maternel, j'allais en crever de ne pas le recevoir. Et comme la vie est très bien faite, eh bien il ne m'a pas du tout répondu avant que je puisse traverser ma peur. Donc j'ai traversé ma peur un peu obligée, mais j'ai trouvé du soutien avec Sabrina qui était là, avec ce lieu incroyable en Inde, le Matrimandir, etc. Et puis toutes mes ressources malgré tout qui étaient là à ce moment-là. Et j'ai osé, aller complètement dans ma peur et me vivre comme un petit bébé qui attend un papa, une maman et qui vient pas, quoi. Et oser aller explorer ça.
et aller l'explorer dans le mouvement, dans le corps, dans les pleurs, dans la rage, et de me retrouver du coup dans les bras de Sabrina à ce moment-là, qui m'a accueillie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis ensuite, j'ai reçu des messages, des guidances et tout. Et quand j'ai eu traversé ma peur, j'étais alors exténuée, mais j'ai pu accueillir le groupe dans toute ma puissance, puisque je venais de rencontrer ma plus grande vulnérabilité. Donc c'est là que notre accompagnement est juste, c'est quand on est capable d'être vulnérable, nous aussi, les thérapeutes, évidemment. Et c'est là que j'ai reçu finalement un message de cet homme qui m'a expliqué qu'il y avait eu un décès dans sa famille, enfin voilà, quelque chose de vraiment très très prenant, qui a fait qu'il n'a pas pu répondre à mes messages. Et c'était une leçon incroyable de voir comment j'ai pu me plonger dans des espaces qui étaient des espaces tout noirs où il n'y avait aucune solution, alors même qu'en vrai, je n'étais pas en danger. En vrai, j'étais pas un petit bébé hurlant. En vrai, j'avais à manger. En vrai, j'étais en sécurité. Ok. Et pourtant, c'était vraiment vrai à ce moment-là, le ressenti dans le corps. Vous voyez, donc c'est tout le monde passe par là. On a tous des peurs et on n'est pas obligé de tout le temps toutes les traverser. Mais quand ça vaut la peine, allons-y. Voilà. Bon, c'est bien. J'ai beaucoup parlé. J'ai dit beaucoup de choses. Sûrement que j'ai oublié, enfin qu'il y a plein de choses que je n'ai pas abordées. Donc je vous invite à me poser maintenant vos questions en commentaire, si vous en avez, pour compléter tout ça. Voilà, je ne sais pas combien il reste, parce que moi je vois toujours un seul petit œil, et pourtant je sens que vous êtes là, mais... Alors, Nathalie, tu m'as mis un 8. Peut-être le signe de l'infini. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul dans ses peurs. Eh oui. Eh oui. C'est ce qui m'a tellement touchée aussi dans les partages que j'ai eus récemment dans les groupes que j'ai animés à Mayotte. C'est comment est-ce que certaines personnes avaient besoin de parler de leurs peurs et qu'elles m'ont fait confiance parce que voilà, elles me font confiance et que du coup... c'est les 8, c'est le nombre d'œils, merci beaucoup. Elles me font confiance dans mon accompagnement et j'ai été tellement touchée le courage que ça a demandé, ne serait-ce que de dire qu'elles avaient peur et de dire à quel point elles avaient peur. Parce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la honte qui peut se cacher là. Comment merci Céline. Ouais, c'est doux pour moi de vous parler. C'est vraiment quelque chose qui m'est fluide et qui m'est facile. Donc j'ai envie de le faire de plus en plus souvent. Et je vous invite à me proposer vraiment des thèmes. En fait, parfois, et ça peut être agaçant, parfois pour certaines personnes qui trouvent que je parle trop, que je prends trop de place, ou et ben voilà, bon, c'est comme ça. Dans ma vie, notamment privée aussi et tout ça. Mais vraiment, et moi j'adorerais être comme une espèce de jukebox magique et que vous m'envoyez un message en me disant Joséphine, tu veux pas faire une conférence sur tel thème? Mais j'adore. Et je le ferai vraiment, vraiment, vraiment. Je vous invite à m'envoyer vos thèmes en message. Si vraiment c'est un truc qui me branche pas, je vous le dirai. Mais voilà. Alors, Sylvie qui demande comment identifier notre enfant intérieur. J'espère que je comprends bien ta question, Sylvie. J'entends plusieurs choses dans la question. La première chose, c'est comment identifier qu'à un moment, c'est l'enfant intérieur qui est là à l'œuvre. C'est bien ça la question, j'imagine. Alors,
pour ma part, le chemin que je prends, c'est que je suis dans ma vie d'adulte, donc j'ai 42 ans, je vis des choses, je sais que par exemple la douleur ne dure pas, je sais que en général je trouve des solutions aux choses, etc. C'est-à-dire j'ai toute mon expérience jusqu'à aujourd'hui. Ok, j'ai toute mon expérience jusqu'à aujourd'hui, j'ai des compétences, j'ai la capacité de raisonnement, de prendre du recul et tout ça. Et puis, il y a un truc qui se passe, ou qui ne se passe pas, et je me sens perdre mes moyens en quelque sorte. C'est-à-dire que je me dis, oh là là, mais je me retrouve avec une émotion qui paraît disproportionnée par rapport à la réalité. Il y a la réalité que je suis en train de vivre. Reprends cette histoire de message qui n'arrive pas, d'accord? La réalité, c'est que je suis adulte, je suis en Inde, en train de m'apprêter à vivre quelque chose que j'ai très envie de vivre, pour lesquels j'ai les compétences, les gens me font confiance, ils se sont inscrits à mon séjour, etc., etc. Ça, c'est la réalité. Et comment je me sens à l'intérieur, et que j'exprime à Sabrina ce matin-là au petit déjeuner, c'est que je suis en train de pleurer et de lui dire, il faut que tu envoies un message à tout le monde pour leur dire qu'ils prennent pas l'avion, parce que je suis pas du tout capable de les accueillir, je veux rentrer à la maison. Ok. Bon, à ce moment-là, je suis quand même un peu capable de m'observer moi-même et de me dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un tel décalage entre ce que je suis censée vivre et ce qui se passe. Là, le risque, c'est de tout de suite juger. Donc vraiment, si vous voyez que vous vous jugez, je vous invite à rembobiner un peu et de dire, attends, pause. Je peux constater, il y a plusieurs parties de moi, là, qui sont à l'œuvre. C'est normal. On fonctionne avec des dialogues intérieurs en permanence. Donc déjà, on peut commencer par se parler gentiment à l'intérieur de nous. C'est pas mal, hein, c'est la parole impeccable des Toltecs, ça commence par soi. Donc je vis une situation et j'ai une émotion, des pensées, des trucs qui correspondent pas à cette situation, qui paraissent vraiment disproportionnés. Ok? Donc à ce moment-là, quand je vois ça, eh ben, je peux aller rencontrer la mémoire. Rencontrer et me dire, mais ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel âge j'ai? Quel âge j'ai? Quel genre d'âge émotionnel? Alors, il y a des choses qui peuvent aider à... Soit en posant la question, on a la réponse. Hein. Faites confiance à la réponse. Est-ce que vous vous posez la question, vous dites, ça vient tout seul, je dis, ah, j'ai fait 4-5 ans. C'est que c'est ça. Le savoir, c'est vous qui l'avez. Ok? Et puis, parfois, il peut y avoir des signes dans le corps. Ok, si j'ai envie de taper de manière un peu désordonnée, c'est que je suis toute petite, j'ai pas encore la motricité. Si j'ai envie de mettre des coups de poing comme ça vraiment, ou des coups de pied vraiment plus structurés, c'est que je suis un peu plus grande. Ok, si j'ai envie d'insulter, je suis encore un peu plus grande, parce que à quel âge est-ce que j'ai appris les insultes? Vous voyez? Et si ça me fait juste mal au bide, envie d'aller aux toilettes et d'évacuer, bah là c'est que je suis plutôt un petit bébé. Ok, que j'ai même pas encore l'élaboration des émotions. Et donc là, ça permet d'avoir une idée un petit peu de l'âge et donc du besoin. Et du niveau d'autonomie aussi. Ok? Si je suis un petit bébé, c'est pas compliqué, j'ai besoin de quelqu'un qui va me prendre dans ses bras. Hein. Ou d'un chien, d'un toutou. Allez. Mais j'ai besoin en tout cas d'être contenue. J'ai besoin de ça. Si je suis déjà dans mon adolescente intérieure, bah peut-être que d'aller écrire. Ça peut vraiment m'aider. Ok? Mais si je suis minus à aller écrire, d'abord j'ai besoin de quelque chose qui passe vraiment par le corps. Hein, voilà. Et puis après, il y a un processus. Alors, je ferai une conférence sur l'enfant intérieur. Il y a un séjour qui est prévu bientôt à la fin du mois d'octobre. Voilà, il y a des. On m'a demandé là de mettre ça plus en forme. Toutes ces questions de l'enfant intérieur. Donc, je suis en train de commencer à préparer des programmes et des choses comme ça. Est-ce que ça répond à ta question, Sylvie ? En attendant de voir si Sylvie peut me confirmer que ça répond à sa question. Ce matin, j'étais en rendez-vous avec quelqu'un et je lui ai partagé que moi aussi j'avais des peurs. Ok, tant mieux, super, merci. Je lui ai partagé, comme je suis en train de le faire là, je lui ai partagé une peur, etc. Et j'ai vu un tel soulagement. J'ai vu un tel soulagement. De se sentir moins seule avec ses peurs, hein, comme tu disais Nathalie. Et vraiment, je vous invite à prendre l'habitude, lorsque vous êtes dans une relation sécure,
de partager vos peurs. Je boucle la boucle, je reviens à ce que je disais au début. On nous a fait croire qu'il fallait cacher nos peurs. Mais le fait de dire la peur à quelqu'un dans une relation qui est sécure, ça permet à l'autre de prendre soin, non pas de nous, mais de la relation. Ça permet à l'autre de prendre soin de la relation. Si l'autre est au courant que lorsque je ne reçois pas de réponse à un message, ça me fait peur, alors il a une part de pouvoir. Il a une part de responsabilité sur la relation. Il n'est pas responsable de mes peurs. Il peut continuer à ne pas m'envoyer de messages et c'est toujours à moi de prendre soin de mes peurs. Okay, ou de quitter la relation si ça me convient pas. C'est pas l'idée, c'est pas que l'autre va se suradapter, mais il est au courant. Ça augmente quand même sérieusement les chances qu'il puisse mettre de la sécurité dans cette relation. Si l'autre sait que je ne sais pas nager, ben il va pas me lâcher en plein milieu de la rivière. Il va me dire attends, j'ai besoin d'aller faire un truc, tiens, je te donne un radeau, je reviens tout à l'heure. OK? Mais si l'autre il n'est pas au courant de ça, alors je lui donne pas les moyens de créer de la sécurité dans le lien. Et si je lui donne pas les moyens, ben alors je peux toujours le juger, lui reprocher, me faire encore plus peur, être en colère et tout ce qu'on veut, mais j'ai pas donné les moyens. L'autre ne peut pas deviner. Alors il y a des relations où effectivement, quand je vais nommer ma peur, il arrive que l'autre, plus ou moins consciemment, cherche à faire peur. Sans doute parce qu'il y a déjà il y a une peur encore plus grande en face. Je pense notamment à des relations professionnelles, managériales que j'entends parfois, où quelqu'un qui est en position de hiérarchie est tellement insécure dans sa posture hiérarchique que du coup, il va chercher à utiliser un petit peu les faiblesses, etc. Je vois ça. La plupart du temps, c'est très inconscient et c'est vraiment des stratégies de protection de la part de ces personnes-là. Il peut arriver que ce soit des stratégies plus conscientes, et là on est vraiment dans des relations très toxiques qu'il faut mettre à jour et dénoncer, et c'est important de se défendre contre ça. Mais la plupart du temps, quand j'exprime une peur et que du coup je formule une demande claire pour l'autre, alors l'autre va être ok de prendre soin de ça. Si c'est facile pour lui. Par contre, si ça vient rencontrer sa peur à lui, de se sentir enfermé, de se sentir obligé, etc., ouh là là, bah là ça demande une discussion, ça demande une négociation. Et par exemple, avec cette personne-là, on a pu échanger par la suite sur la question des messages et tout ça, et je lui ai expliqué comment, pour moi, c'était important d'avoir une réponse, même si la réponse, c'est de me dire « j'ai pas envie de te parler là » ou « je suis pas disponible ». Je préfère quelqu'un qui va me dire « là, je suis pas disponible » ou « c'est pas le moment » que quelqu'un qui va pas répondre du tout. Ça, c'est moi. Quelqu'un d'autre va se vexer si la personne lui répond je suis pas dispo, j'ai pas envie de te parler. Et va dire bah c'est bon, c'est pas la peine de me répondre alors. Ok, ça dépend. Vous avez peut-être remarqué, il y a des personnes quand elles sont en rendez-vous avec vous ou en réunion, elles vont décrocher le téléphone pour dire je te rappelle après, je suis en réunion. Juste ça. Moi je sais pas pourquoi elles le font. Peut-être parce que en face il y a une demande de ça, peut-être parce qu'elles ont peur que l'autre imagine qu'on s'en fiche, etc. Et pourtant on pourrait juste ne pas répondre. Bah ok, chacun ses stratégies en fait. Chacun ses stratégies. Ce qu'il y a, c'est qu'on est quand même dans un environnement aujourd'hui qui est extrêmement anxiogène, avec cette connexion tout le temps les uns aux autres, cette illusion de connexion parfois, où du coup dès que ça s'arrête, pouf, et ben du coup ça crée de l'anxiété. Et je suis persuadée que moi-même, il m'arrive de ne pas répondre à certains messages et que ça puisse créer de la peur chez les autres. Et j'en suis désolée. Mais voilà, on fait tous de notre mieux avec tous ces canaux là qui nous relient. On a quand même un président de la République il y a quelques semaines qui nous a dit c'est la fin de l'insouciance. Bon, pour ceux qui ont vu, ça m'a fait faire une vidéo un petit peu humoristique avec mes pantoufles licorne. Il est hors de question qu'on me fasse une injonction à avoir peur. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Posez-les pendant que je parle, ça évite qu'il y ait des blancs.
Bon. Je sais pas combien il y a de petits yeux. Sur voit qu'un, moi toujours, c'est bizarre. Ce que je vous propose... Alors oui, je voulais vous dire, vous qui êtes là, et puis je vais renvoyer un petit mail de toute façon. J'ai un peu tourné dans tous les sens. J'avais dit que j'enverrais un audio, un bonus audio pour aller à traverser les peurs. Puis je l'ai écrit ça dans le mail parce que c'était mon élan, en fait, Merci. C'était mon élan de toujours, c'est-à-dire de proposer une conférence et puis après d'offrir une petite méditation audio pour aller faire un truc. Et j'ai pas réussi à le faire. Et aujourd'hui, j'arrête de m'obliger à faire des choses. Surtout si je vous fais une méditation, il faut qu'il y ait mon énergie de positive dedans et pas un truc que j'aurais fait comme un devoir. Et encore, dans la demi-heure qui précédait la conférence, j'étais en train de me demander, mais pourquoi j'arrive pas à le faire? Et en fait, j'ai eu la réponse juste avant la conférence, donc du coup, je vous la partage. C'est qu'en fait, j'ai pas réussi à le faire parce qu'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à doser. C'est que comme je viens de vous le dire, on ne traverse pas ses peurs tout seul. Il y a besoin d'un appui. Et que du coup, je me suis dit, mais alors attends, si je fais quelque chose de puissant, qui marche et qui va les embarquer, parce que moi j'aime bien ça, j'aime faire de l'hypnose, j'aime vous embarquer dans quelque chose que vous allez vraiment vivre comme si c'était vrai. Et je me suis dit, mais si je fais ça, c'est un peu beaucoup, c'est-à-dire que les gens, ils sont peut-être tout seuls chez eux, moi je connais pas la nature des relations qu'ils ont autour, est-ce qu'ils vont avoir du soutien, donc il faut que je fasse un truc pas trop. Mais ça, je sais pas faire en fait. Faire un truc à moitié, je sais pas faire. C'est-à-dire, vous offrir une méditation, mais de baisser un peu la puissance, je sais pas faire. Donc je ne l'ai pas fait. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller écouter un de mes hypnocontes qui est disponible, c'est facile, vous pouvez aller voir sur mon site, sur ma page, et puis je vais coller le lien là en dessous de la vidéo. C'est d'aller écouter un de mes hypnocontes. Et je pense à un en particulier, qui est l'histoire du petit cheval et de l'éternité. Voilà. L'histoire du petit cheval et de l'éternité, c'est un conte qui parle de la peur, même s'il parle un petit peu tous de transformation. Voilà, après il y a tous les autres aussi. Et ça, c'est tout doux, c'est une histoire, et votre inconscient va pouvoir saisir juste ce qui est bon pour vous dans cette histoire, avec les ressources qui sont les vôtres et tout ça, parce que c'est vraiment une intention qui est posée, que ça soit très écologique pour chacun d'écouter ces histoires. Voilà. Donc le petit cheval et l'éternité. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo, sinon c'est sur mon site lavoixmerveilleuse.com. Là vous avez à un moment vous avez une rubrique hypnoconte et en principe vous allez les trouver sur SoundCloud, c'est facile. Voilà. Que vous dire que suite à cette conférence, je propose un atelier en présentiel chez moi le samedi 8 octobre de 17h à 19h à peu près, donc c'est fin d'après-midi pour pouvoir vaquer à nos soirées après si on en a et tout ça. C'est le même thème, c'est traverser ses peurs, mais cette fois-ci c'est un atelier, merci Virginie qui m'a aidé à trouver le nom de cet atelier, ça s'appelle les oasis merveilleuses, j'ai l'intention d'en faire d'autres. En fait, ce sont des ateliers avec un thème comme ça. Peut-être il y en aura même 100 thèmes, ou bien vous pourrez proposer des thèmes. On se retrouve en petits groupes chez moi à l'Ermitage sur ce thème de traverser ses peurs. Donc je refais pas une conférence à ce moment-là, ok? Donc s'il y a des personnes qui n'ont pas vu la conférence qui veulent venir, c'est super, mais peut-être elles peuvent regarder la conférence avant ou pas. Mais voilà. Et l'idée, c'est d'avoir des ateliers d'éclairage, c'est-à-dire vous allez arriver comme vous êtes. On fera peut-être une petite introduction méditation sur le thème de traverser ses peurs, mais où du coup on sera là, on sera ensemble. Et à ce moment-là, moi je répondrai à vos questions. Donc c'est un atelier de dialogue, ça ressemble un peu à un satsang pour le nom oriental des choses, mais c'est vraiment d'être là. Dans ces moments-là, moi je me mets en posture d'enseignement, c'est-à-dire je vais répondre à vos questions, mais de manière tout à fait personnalisée à ce moment-là, avec aussi les guidances que je peux avoir dans l'invisible pour avoir une parole juste. Voilà, donc ça c'est le 8 octobre, l'événement est sur ma page.
c'est possible de s'inscrire dans la boutique. Il faut s'inscrire en ligne dans la boutique de mon site. Voilà. Et puis la prochaine conférence en direct, elle aura lieu, j'ai pas préparé ma date, mais dans 2-3 semaines. Et ça sera une conférence antidérapeute. Ce sera un autre style. Elle s'adresse beaucoup aux thérapeutes, mais pas seulement. Et à toutes les personnes qui se questionnent sur le cadre. Aujourd'hui, on voit fleurir plein de nouvelles pratiques. Et c'est super, encore une fois, c'est vraiment super qu'il y ait plein de choses qui existent. Et en même temps, c'est important d'éviter les dérapages, de reconnaître les dérapages, qu'on soit le bénéficiaire ou le thérapeute. Donc je vous parlerai un petit peu de tout ça. Comment on fait pour pas devenir un dérapeute ou pour repérer les dérapeutes. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Cette vidéo, si vous avez envie de la partager, elle va rester disponible sur ma page. Merci pour votre présence en petit comité. C'est intéressant de voir. J'ai senti qu'on était peu nombreux ce soir par rapport à l'autre fois. Et alors même que voilà, je ne vous vois pas, mais je vous sens en plus de vos petits messages. Merci pour vos présences, pour votre confiance. Et vraiment, vraiment, ne craignez jamais de me déranger avec vos questions ou vos idées. Au contraire, je m'appuie sur ça pour toutes mes propositions. Donc, je suis très, très preneuse. Voilà, de questions en message, si vous avez envie. À très bientôt. Oui, Nathalie, tu es en métropole. Belle soirée en métropole. À toi. Bonne soirée, tout le monde. Prenez soin de vous, les licornes, les fées, les elfes qui sont là avec nous. À très bientôt.